Le caractère religieux de la cuisine de Madame la Veuve Hortense ne convenait aucunement à la mère Cochon-Vert, qui venait de buter contre le siège d'un prie-dieu en déménageant une lampe d'un recoin de la pièce à une table ronde qui se trouvait au milieu du plancher. Là, c'est mieux, de faire la matrone incommodée par l'obscurité. Hortense, j'ai tout le temps cru qu'une cuisine, c'était pour faire à manger, puis qu'une église, c'était pour prier. Ben ici, on a l'embarras du choix. Il y a assez de statues, de portraits de saints, de crucifix, de rameaux, de reliques, puis de saints débris entre la boîte à bois puis ton orgue à palette, que c'est à se demander si un corps peut s'arrêter de chanter les vêpres avant, durant puis après leur repas. Transporte-nous vers ces bondieuseries à la rivière, comme le ferait le commun des mortels. Puis il va faire passer tes fantaisies religieuses à la chapelle du couvent, avec les sœurs. Le curé n'écoutait la rouspéteuse que d'une oreille. Il était soucieusement occupé à repasser tous les détails de la conversation indiscrète qu'il avait eue avec le vicaire. Il y avait de cela un instant, pendant que la veuve Hortense et la mère Cochon-Vert les espionnaient, tout yeux, tout oreille, de leur cachette. Quant au vicaire, l'on peut dire que les remontrances de la mère ne lui faisaient aucune émotion, car il avait été si bien terrifié par l'apparition intempestive des deux écouteuses qu'il en restait toujours sans connaissance dans sa chaise. À cette heure, avec cette lampe chétive, je pourrais au moins nous voir la face. Ben, Hortense, avance ta chaise. Voyez tout, monsieur le curé, puis rapprochez le vicaire, tant qu'à faire. Me direz-vous ce qu'il prend de s'évanouir à tout bout de champ, ce là Tenez, je vais vous le ravigoter, moi, puis en a rien de temps. S'emparant d'un seau d'eau qui reposait à côté de l'évier, la mère le jette sans cérémonie au visage du vicaire, de ce même geste qu'elle avait pour lancer son eau de vaisselle dehors. C'est qu'il est de nature plutôt délicate, de pioler la veuve Hortense qui regardait anxieusement s'étouffer, tout sauter et crachoter le vicaire éperdu. Si jeune, on dirait pour la prêtrise, c'est que sa mère doit lui manquer. Ouais, Hortense, c'est qu'il est sevrant plus jeune dans le Nord que par ici. You sais que je les garde donc dans la laine jusqu'à ce qu'ils aient passé l'âge de se marier. Est-ce pas, monsieur le curé? Ou faudrait-il que je partage votre opinion tantôt, quand vous nous croyez pas ici, puis hors de la portée de votre voix? Voudriez-vous nous entendre dire, comme vous, que j'élevons mal nos petits jeunes, puis que je manquons à notre devoir? Quoi c'est que t'en penses, toi, Hortense? C'est qu'on m'a toujours enseigné le respect du clergé. Je ne sais plus, c'est que ma constitution ne me permet pas les confrontations. Ta constitution? Que du chien bon Dieu, j'aurais tout vu. Puis vous, monsieur le curé, parlez-nous de votre constitution, hein? D'après ce que monsieur le vicaire nous racontait tantôt des allées et venues nocturnes de votre servante, vous devez avoir la constitution joliment robuste, est-ce pas? À vrai dire, madame, je me sens soudain bien fragile, et je crains le moment venu de rentrer faire mes dévotions du soir, puis de m'aller mettre au lit. Je vous laisse, monsieur le vicaire, dont je vous prie de prendre soin. Dès qu'il aura repris ses forces, il saura, lui, élucider cette affaire en un tour de main, car il est, à ces heures, d'une perspicacité étonnante. C'est que c'est vrai ce que vous dites là, de monsieur notre vicaire. Puis vous avez l'air bien fatigué. Cré du saint bon Dieu, je suis bien aise de le voir s'en aller. Quand il se braque à nous parler en paragraphe puis à nous sortir des mots lents comme le bras, ça me baille le mal de tête. Prenez, monsieur le curé, puis allez-vous-en vous mettre au lit, si c'est pour dormir, ce coup-ci, dit la mère Cochon-Vert en fermant la porte derrière le religieux devenu soudain heureux comme une truite qui remonte en eau douce. Là, posez en paix, monsieur le curé. Il fait bon de se retrouver enfin, you sais qu'on n'est pas un tchè de se faire dire des insultes. Ben, Hortense, qu'est-ce qui te prend à délasser les souliers du vicaire? Il n'est pas en état de partir nu-pied en pèlerinage. C'est que je croyais lui faire prendre un bain de pied pour stimuler sa circulation. Arrête-moi ça. Un vicaire, faut y stimuler le système par l'autre bout. Les docteurs ont un remède pour tout, ben moi, j'ai un remède à tout. Passe-moi la bouteille de vin que je te montre. Puis, s'aidant du pouce afin de tenir grande ouverte la bouche du vicaire qui se laisse faire, elle s'y prend à la portugaise pour lui faire pisser dans le gosier un long jet vertical de gros vin rouge.
Ah, c'était bien correct, ce vin, et certainement mieux qu'un bain de pied, oui. S'il vous en reste un peu, je me sentirais bien obligé de m'attarder encore un instant, oui. Nos deux hôtesses, qui n'étaient pas femmes à admirer le cul d'un verre, ont vite fait d'en remplir plusieurs, à qui mieux mieux. À cette heure, dites-moi, monsieur le vicaire, comment c'est que le curé a pu vous annoncer tantôt que je manquions à notre devoir? Hortense a pas d'homme, puis moi, j'ai 9 petits jeunes. J'ai jamais manqué à mon devoir. Il y a des fois que je me bouche les yeux puis que je m'abandonne corps et âme à mon devoir. Puis il y a des fois où c'est que je le fais rien que par devoir, mon devoir. Oui, c'est justement ce que je ne comprends pas, moi, Hortense au capitaine. Il y a 14 ans que mon homme a disparu, puis on m'accuse de négliger mon devoir. Je le ferais comme les autres si seulement la chose était possible. Comme ça va là, je me demande si je dois avoir la conscience en paix, comme Sainte Cécile qui est si bien représentée au-dessus de mon orgue. C'est qu'elle a dû faire son devoir, elle, parce qu'elle a l'air si heureuse. Regardez-la moi, son piano, une couronne de roses sur la tête et tout entourée de chérubins chantants. Ni le vicaire ni la mère Cochon Vert ne pouvaient apprécier le bonheur de la sainte, car cette dernière était bien cachée dans la pénombre qui régnait dans son coin. Oh! De s'exclamer doucement la veuve. Vous voyez les anges laisser tomber des bouquets de tulipes sur les touches de son piano. Même si je pouvais les voir, je me dis qu'il n'est pas commode de pianoter des jigs puis des cotillons parmi les fleurs, puis qu'il serait pas malaisé de se tromper de flûte en jouant un morceau sur un clavier chargé de tulipes, de faire observer la mère Cochon Vert en servant encore un verre au vicaire. C'est du saint bon Dieu. Pourriez-vous me dire, monsieur le vicaire, où c'est que je négligeons notre devoir à cette heure? Eh bien, c'est que je ne vois pas en quoi vous pourriez y manquer. Quand monsieur le curé m'a souligné toute l'importance qu'il y avait à faire son devoir, je lui ai demandé de me définir cette expression. Bien, il m'a répondu que manquer à son devoir, c'était empêcher la famille. Cependant, il n'a rien précisé. Il n'a pas dit de quoi il fallait l'empêcher, la famille. Réflexion faite, je suis arrivé à cette conclusion qu'il ne fallait contraindre sa famille en rien. Dans le confessionnal, j'ai continué par la suite à demander aux pénitents de tout âge s'ils faisaient bien leur devoir. J'ai reçu de très étranges réponses de certaines vieilles biques, pardon, je voulais dire de certaines vieilles dames, et quand j'ai posé cette même question en confessant les religieuses du couvent, j'en ai reçu de plus expressives encore. J'ai donc conclu que je manquais de discrétion et maintenant je interroge les fidèles sur leur péché véniel. J'accorde, finissez votre vin, que je me confesse à vous tout de suite. Si vous voulez, à mon avis, vous faites bien votre devoir toutes les deux, parce que vous n'empêchez jamais votre famille d'agir à sa guise. On dit même que vous approuvez vos enfants au point de faire leurs 4 volontés. Vous voici donc aussi sage, mesdames, que Sainte Cécile. Ah, que je suis content de vous entendre parler de la sorte. C'est que vous avez le don de rassurer une veuve, vous. Cré du saint bon Dieu, il est dommage que vous preniez jamais la parole en chair. Vous soulageriez les filles de la paroisse une beauté. Voulez-vous savoir ce qui m'a le plus chagriné aujourd'hui, de confier la veuve au vicaire qui se trompait de verre? Ça a été d'apprendre qu'on avait chassé mon fils autour de l'école. J'ai cru en mourir. Hortense, t'es bien seul à le prendre comme ça, parce que je crois pas qu'Otto en ait broyé des sioux. Laissez-moi terminer. J'aurais voulu qu'il reste à l'école jusqu'à ce qu'il sache lire. Puis après, je l'aurais mis au collège. J'aurais voulu qu'il ait des lettres. L'envoyer au collège, oh, pourquoi pas, il est toujours temps, parce qu'il a encore les mains blanches. On dit que le monde sort de là, chacun avec ses lettres, puis qu'il y en a plusieurs qui savent en lire en finissant. Tiens, je connais un homme qui a parlé à un collégien qui a même passé à travers de tout un livre, malgré que ça y a pas fait trop de bien. Apparence que ça y a forcé la vue, puis qu'il en a mouru. Pour ça, oui. Les livres, il faut garder ça sous clé, oui. On dit que les actrices lisent beaucoup. Nous pouvons en constater les résultats. Oui. C'est que je ne veux pas envoyer Otto au collège pour lire des livres. C'est que je le veux missionnaire.
Il est dans son élément au bois, et je le saurais heureux dans les forêts des pays chauds avec les Chinois. Dans les forêts des pays chauds avec les Chinoises, il vivra pas gras, apparence qu'on mange des sauterelles par là. Ah oui, des sauterelles et des serpents. Nos missionnaires ne mangent que le bon et le meilleur. Je parlerai de tout ça à monsieur le curé dès demain, ce qu'on ne ferait pas pour encourager une vocation de missionnaire, oui. Otto sera au collège la semaine prochaine, parole d'honneur. Créduchin, bon Dieu, tandis que j'y somme, pourquoi pas mettre Zélika au couvent du même coup? Ça nous ferait pas de tort d'avoir un enfant qui sait lire. Ça pourrait nous aider, surtout l'automne, quand je faisais en venir notre butin par catalogue. À cette heure, vous direz à monsieur le curé qu'une femme respectable comme moi irait pas prôner parmi le village tous les gestes qui se passent dans le presbytère de la paroisse, à condition, je dis ben, que ma fille Zélika prenne le chemin du couvent la semaine qui vient. Là, c'est compris? Je vous remercie grandement. Ah oui, bonne idée, excellente idée. C'est d'ailleurs ce qu'allait vous proposer notre curé. La semaine prochaine, Otto au collège, Zélika au couvent. C'est promis, c'est juré, oui. Créduchin, bon Dieu, je pouvais nous promener toutes les deux la tête haute dans le village. Ton gars qui s'en va au pays des sauterelles, ma fille qui pourra nous déclamer le catalogue comme un philosophe, j'avais de la chance, Hortense. Si j'avais des enfants qui nous faisaient honneur, c'est que j'avais mis notre temps à profit en faisant notre devoir. Il y avait déjà 4 jours que Mère Marie du Canada s'était arrêtée à la porte de la famille Cochon Vert pour annoncer que Zélika serait attendue comme élève au couvent de la Fourche des Deux-Rivières le lundi suivant. Mère supérieure s'est laissée toucher par les instances de monsieur le curé. C'est un peu sa décision à lui, voyez-vous. Même si je suis à la retraite et d'un âge très avancé, c'est moi et moi toute seule qui aurai à m'occuper de son instruction, car il paraît que votre Zélika, c'est un cas spécial. Dès ce soir, je vais commencer à prier pour vous, madame la maîtresse de maison, et pour votre fille. Attendez, je pense gagner du temps en priant tout simplement pour nous trois ensemble, qu'avait dit la religieuse octogénaire et desséchée. Puis elle s'était éloignée de la porte en sautillant entre les tas de bouses de vaches et les trous d'eau qui lui gênaient le passage. La mère Cochon Vert ne retenait plus que les mots « Votre Zélika, c'est un cas spécial ». Ben, ça veut dire que je suis la mère à un enfant hors de l'ordinaire, un enfant exceptionnel, extraordinaire, génial, puis brillante comme le soleil. C'est ce qu'elle voulait dire, la sœur, quand elle m'a largué ça. Votre Zélika, c'est un cas spécial. Moi, je l'ai pas pris comme ça, de protester Marie-Victoire à sa jumelle Marie-Grégoire, qui était tout aussi exaspérée que ses sœurs d'entendre sa mère vanter Zélika. Moi, j'ai compris qu'elle voulait dire que Zélika était rien qu'un escouvillant déchaîné puis estravaillé. Taise-toi, espèce de sotte. Taisez-vous toutes les trois, vous deux les buissonnes puis toi et tout, Joséphine. Ça fait 4 jours qu'elle n'est pas sortie de sa chambre, notre écolière. Pas depuis que j'ai annoncé que j'allions la placer au couvent, puis qu'elle a disparu en poussant un cri à y déloger les dents de la goule. Voyez-vous pas que ça gâte rien de la plâtre un petit brin, si ça peut nous l'emmener ici pour que je la réjoignions? Même si c'est pas la lumière incarnée, ma Zélika est bien le seul rayon de soleil à venir éclairer ma cuisine embarrassée puis virer sans dessus-dessous. Elle seule, depuis un sacré bout de temps. Zélika a peut-être pas toutes les qualités que j'y donne. Ça fait rien, ça. Ça me plaît de me la dépeindre comme ça. Vu qu'il n'y a pas un chien qui ait la politesse de me faire plaisir en me disant du bien de ma famille, je me trouve obligé de vanter mes enfants pour mon propre bien, puis pour l'édification du village. Votre Zélika, c'est un cas spécial qu'elle a eu la bonté d'arriver me dire à ma porte, la religieuse. Oseriez-vous me blâmer de virer ça à ma façon pour me consoler des effronteries qu'on vient me planter au nez tous les jours? C'est pas tout le temps rose, être la mère à 9 lutins cochons verts que tout le monde se plaît à prendre en défaut. Isolée dans sa chambre, depuis la visite de mère du mari du Canada, Zélika avait le goût de gueuler comme un putois.
Elle rageait de se voir gagnée par la solitude et le jeûne qu'elle s'était infligé pour éviter la cuisine où l'on ne faisait que parler couvent. Elle ne pouvait plus se retenir de sortir le nez de sa porte entr'ouverte pour mieux humer les restes d'un fricot qui bouillotait sur le poêle. Si je coffre pas de privation, c'est l'ennui qui va m'emporter, qu'elle se répétait. Ce que je baillerais pas pour m'en envoyer une seule goulée dans le ventre. Que le job emporte le reste. C'est pas pour un discours de couvent que je vais dépérir plus longtemps. Telle une louve que la faim chasse hors du bois, elle sort de sa chambre à pas compter, descend rapidement l'escalier et se rue sur le mets convoité qu'elle dévore à même la louche, sans prêter attention aux exclamations de sa mère épatée. Crée du saint bon Dieu, si c'est pas la résurrection de notre fille du couvent, de notre cas spécial. Là, vous trois, Joséphine pis les Bessounes, est-ce pas que je sais venir à bout de tout ce qui me tient à tête? Est-ce pas, à cette heure, que j'ai bonne main, que j'ai le tour de vous charmer ça, moi, une tête rebutée? Ma mère, t'interrompt Zélika, c'est tout le fricot qui reste? Ouais, mon ange, ben y a du pain doux dans le dorsoué. Je l'ai fait exprès pour toi. Ah ouais, là, puis viens prendre place à côté de moi que nous parlions une petite affaire. Là, c'est ça. Halte ta chaise plus proche que je te souffle une histoire dans le tuyau de l'oreille. À cette heure, c'est Mère Marie du Canada en personne, tu sais, qui va s'inquiéter de toi. Elle a eu le grand cœur de venir me dire que t'étais un cas spécial. Ben, ce qu'on sait pas, personne du village, c'est que Yeli tout, c'est un cas spécial. Ben, pas comme toi. Parce que je suis marié, ton père puis moi. Yel, vois-tu, c'était un enfant de la main gauche, comme on dit, que les sœurs avaient élevé en zèle. Apparence qu'on y a baillé toutes ses fantaisies puis qu'elle a joué du job durant toute sa jeunesse. Après, elle a pris l'ouel, puis elle a adopté le nom de Sœur Marie du Canada parce qu'elle avait dire plus de pire que le pays. Ah, ça fait des gestes de sœur qu'elle a gardé un grand élan. Puis, arrivée à son tour d'âge, elle a pas commencé ses escapades de petits jeunes. Apparence qu'elle vous laissait ses élèves en classe, puis qu'elle la laisse baigner dans la rivière tout habillée, puis qu'elle vous arrivait moyennement désempesée au couvent. On dit y tout qu'à l'heure de la récréation, elle emmenait les filles dans la grange sauter dans les carrés de foin, puis que c'était elle, la mère du Canada, qui battait tous les records. Ha! Voyez-vous ça, à cette heure, une religieuse bondir les jupes par-dessus la tête, la fourche à l'air, d'une meule de foin à l'autre en poussant des éclats de rire? Ben, c'est pour ça qu'on l'a mise à la retraite avant le temps. À cette heure qu'elle a dépassé Mathusalem en âge, il n'y a pas de danger que ça la reprenne. Ça fait qu'elle est redevenue présentable, puis assez responsable pour reprendre l'enseignement. Dommage qu'il n'y en ait pas plus comme ça au couvent, parce que ça fait joliment peser dans cette tête à poule, de soupirer Zélika, qui ne pouvait s'empêcher d'applaudir la vieille religieuse, qu'elle s'imaginait exécuter les plongeons acrobatiques de son carré de foin à la meule d'en bas. La vie du couvent lui paraissait plus possible, maintenant qu'elle savait cette maison d'enseignement habitée par une sœur exceptionnelle qui ne se gênait pas de sauter sur une occasion de s'amuser. Une religieuse bénie d'une telle ingéniosité, d'un tel courage, ne pouvait faire autrement que de dispenser une éducation passionnante. Ce serait sûrement le moyen de fuir le train-train du foyer paternel et, qui sait, peut-être celui de vivre une aventure enrichissante. Il lui fallait rencontrer cette personne extraordinaire et se rapprocher d'elle à tout prix. Elle se préparerait et prendrait le chemin du couvent le lendemain. Crée du saint bon Dieu, quoi c'est que t'as rêvé? Te demandait la mère gênée devant l'impassibilité de Zélika. Tu pourrais pas exprimer ce qui te passe dans la tête? Dis-nous where. S'accordait comme elle a avalé sa langue, notre couventine, il nous reste plus rien qu'à nous parler ensemble. Asteur Joséphine, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la veuve Hortense qui veut mettre son garçon Otto au collège du chemin du ruisseau pour en faire un missionnaire? C'est vrai qu'il ferait pas zire dans sa soutane blanche, il est déjà beaucoup moins portrait. C'est du saint bon Dieu, teste, ouais. Tu sais pas que c'est pas l'habit qui fait le moine? Oui, ben j'ai entendu parler d'une taouaille qu'il trouve joliment beau sans habit quand elle se retrouve seule avec lui au bois, des maîtres Joséphine. En tout cas, Otto passe pour le plus beau jeune homme de la paroisse. C'est ce qu'on dit partout. On dit juste parce que c'est la copie tout crachée de son père.
Quand il était encore dans le village, son père, il n'y a pas une femme qui aurait craché dessus, de faire la mère Cochon Vert qui se sentait soudain nostalgique. Un simple bonjour du capitaine aurait fait le bonheur de n'importe quelle fille. Il avait les dents blanches puis égales. C'est ce qu'on remarquait en premier parce qu'il avait tout le temps un grand sourire aimable. Puis ses yeux étaient en jaune comme le blé des champs. On l'a appelé le capitaine de son premier voyage sur mer, à force qu'il était droit puis grand, même avant qu'il ait eu son vaisseau à lui. Puis, si t'avais la chance d'être sa vraie plure, t'étais la fille la plus estimée de la paroisse. Ouais, si t'étais sa vraie plure, celle qu'il aimait vraiment d'amour, il savait si bien de passer son bras autour du corps, puis tâter un petit brin en te racontant une petite histoire sale pour te faire rire. Surtout quand il venait te crier en cachette, là, ben tard le soir, pour t'emmener au bois. Là, dans sa clairière, il était aimable à l'excès, parce qu'il prenait le temps d'admirer les étoiles avec toi. Il avait un grain de beauté au menton, Kumoto, puis un autre encore plus beau ailleurs. Qu'on m'a dit, tu vivais là les plus beaux jours de ta vie sans le savoir. Ben, faut-il pas qu'une fois, cette sorceleuse d'Hortense venait travailler dans le village puis qu'elle l'arrachait à sa destinée, puis ça à grands coups de menterie, de saloperie puis de vacherie. Venir voler un homme à une fille qui était folle de lui puis qui l'est peut-être encore. Elle a bien mérité ce qu'elle a attrapé Hortense. Il a disparu son capitaine puis tout le monde est fier pour lui. Il a-tu bien connu le capitaine, ma mère? De demander Joséphine tout émue. Qu'est du saint, bon Dieu, tu sais bien que non. Jamais je me serais amouraché d'un homme qui te plante là après t'avoir fait la cour 2 ans de temps pour aller s'atteler avec la plus belle détraquée du village, malgré qu'il a eu assez de Jarniguen pour la sacrer là, sa sorcière d'Hortense, puis de s'en aller vivre dans les pays chauds. Ben, ma mère, dis-tu qu'il est pas mort, qu'il est encore en vie, le capitaine? Comment c'est que tu le sais, toi? Puis personne d'autre? De poursuivre Joséphine. C'est qu'il a fait un mandement à celle qu'il avait courtisée puis oublié de marier. Et il voulait qu'elle fût le rejoindre par là. C'est malaisé quand on a un homme puis 3 petits jeunes. Astur, plus une autre question, plus un autre mot là-dessus. Ce dernier conte avait fait encore plus d'impression à Zélika que le premier. Elle sentait que sa mère ne l'avait pas dit sans peine. Ma mère, dit-elle, il n'y a pas d'ensorceleuse qui viendra m'arracher mon homme à moi. Je sais qui c'est qu'il est, mon homme. Je le laisse faire pour Astur. Ben, je perdrai pas mon temps en l'espérant. Un jour, j'y ferai signe. Entre-temps, j'irai au couvent, vu que c'est pour étudier avec la sœur baigneuse sauteuse. Crée du saint, bon Dieu, t'as du cœur, Zélika, t'as du cœur. J'irai moi-même t'imner demain matin pour voir à ce que ces sœurs-là gardent bien leur place. Ah, ce que tu fais bien de le garder pour toi, ton homme. Puis s'il y a une sacrée garce colcante venir se montrer le nez pour te l'arracher, tu seras pas seul à y bailler du fil à retordre. Tu peux compter sur moi, la mère Cochon Vert, pour y faire enfler les 2 babines puis y fendre un bardeau de bois franc sur le nez. Un coup que j'arrends toutes les 2 fini d'elle, cette valdragueuse, c'est tout juste s'il y restera assez de vidure pour aller renifler les fleurs des champs. Laisse faire les hommes aux autres femmes. C'était une messe éclair que le vicaire du village de la Fourche des 2 Rivières avait célébrée ce matin-là. Il l'avait dite d'un trait en mêlant des orémus et des sanctus au Kyrie et en empiétant sur les réponses du servant. Pendant toute la cérémonie, il n'avait eu qu'une seule hâte, c'était d'en arriver à la fin du dernier évangile, afin de pouvoir courir après chez la veuve Hortense pour lui transmettre l'heureux message de monsieur le curé. Non seulement Otto serait-il accueilli au collège du chemin du ruisseau, mais monsieur le curé défrayerait l'éducation du futur missionnaire de sa propre poche. Il ne faut surtout pas contrarier une vocation de missionnaire, avait-il dit. Une vocation, il ne suffit pas d'encourager ça, il faut stimuler ça, pousser ça. La jeunesse d'aujourd'hui est d'ordinaire bien lâche. Elle n'a plus l'intrépidité de nos martyrs qui allaient fièrement se faire dévorer par les lions dans les arènes de l'ancienne Rome. Non, la jeunesse préfère la politique de l'autruche,
s'enfouir la tête dans le sable et regarder de l'œil de son croupillon passer l'occasion de s'immortaliser. Ah, pour ça, oui, de répondre le vicaire. Un lion, il paraît que ça vous a un moyen coup de fourchette. La jeunesse d'aujourd'hui a bien tort d'aller lui montrer son fessier. Ça pourrait le faire râler, le lion, surtout qu'il est souvent de mauvaise humeur. Je ne crois pas que l'humanité se souvienne longtemps de vous du simple fait que vous êtes allé vous montrer le derrière à un lion. Pour ça, non. L'œil de son croupillon, mon œil. La bonne nouvelle du vicaire a tant secoué la veuve Hortense qu'elle s'est étouffée sur le bout de crêpe qu'elle avait dans la bouche. Ivre de joie d'apprendre que son fils, Otto, pourrait un jour se faire missionnaire, elle se lève de table et se met à danser une gigue endiablée avec le vicaire anémique qui commence aussitôt à succomber au vertige. Furieux de se faire réveiller au petit matin par des cris de joie et des battements de pieds, Otto descend à la cuisine en sous-vêtements d'hiver pour mettre le holà à la fête. Saccorgé, avez-vous perdu le nord tous les deux? Cette idée de soulever un bastringue à faire chavirer un monde endormi. Ma mère, es-tu en enfance ou as-tu bu toute la nuit? À 6 mois le vicaire au plus sacrant. Vois-tu pas qu'il est à la veille de ses foirés à tes pieds? Ta pauvre geste à faire la veuve tout d'un coup, puis avec la moitié la vicaire en plus. T'es pas d'âge à sauter par-dessus le clocher de l'église, tu sais. Vaut mieux te remettre à table et finir ta crêpe. Ben, c'est que tu ne comprends pas, tu comprends mal, de faire la veuve Hortense. Monsieur le vicaire vient de m'annoncer que notre curé t'a trouvé une place au collège, qu'il paiera à lui-même tes études et que tu commences dès lundi. Ah oui, c'est bien correct. Monsieur le curé, comme votre mère et moi, est bien d'avis que vous avez tout le potentiel d'un missionnaire et qu'un jour vous deviendrez un grand saint comme François d'Assise qui prêchait aux oiseaux. Pour le moment, il conviendrait peut-être d'aller vous habiller, car voici Madame Baïonnette et Madame Eustache à Octave qui entrent. Asturware, ben va-t'en pas, démettre la vieille Baïonnette qui saisit Otto par le fond de sa combinaison en faisant sauter tous les boutons. Va-t'en surtout pas, Astur. C'est pas donné à toutes les femmes de mon âge d'examiner les fesses blanches à un futur missionnaire. Est-ce pas? Qu'elle demande à la mère Eustache que le spectacle oblige soudain à se contempler sérieusement les pieds. Asturware, apparence que tu vas au collège étudier missionnaire. C'est-y pas beau? C'est de la servante du curé que je l'avais appris au sortir de l'église. Ça doit être bien dangereux par là, en pays de mission. Là-bas, missionnaire. Faudrait pas aller montrer ses fesses de missionnaire par là, à cause des maringouins qui sont gros comme le poing. Ah non, ce ne serait pas correct. Ça n'en vaudrait même pas la peine. Se montrer le postérieur à un lion africain. J'aurais cru que cela compterait pour quelque chose. Cependant, monsieur le curé m'a soutenu le contraire hier soir. Si ça ne compte pas avec un lion d'Afrique, c'est bien peu de choses avec une simple moustique. Ça, c'est une vérité évidente. Pour que ça compte, il faut faire ça au lion des arènes de l'ancienne Rome. C'est ce que dit monsieur le curé. Otto était tout aussi gêné qu'étonné par la mauvaise tournure des événements. Non contente de l'emprisonner dans un collège, sa mère voulait l'obliger par surcroît à se faire missionnaire nu-fesse pour se débarrasser à jamais de lui. Renfrogné dans sa chaise, il protégeait des 2 mains les boutons inférieurs de son sous-vêtement pour parer à toute nouvelle initiative de la vieille Baïonnette. Si les maringouins d'Afrique, espérant que j'irai demain y présenter mon plat, dit-il, y auront le temps de corver de faim. Ça fait qu'ils pouvant bien faire passer leurs appétits en allant mordre le derrière à leur lion. Hormis que ça compte pas. Je sais pas. Faudrait demander ça au curé. Otto, c'est qu'il vaut mieux ne pas mêler monsieur le curé à ce genre de blague. Apprends à respecter les prêtres, si tu veux que les païens des pays chauds te fassent le même compliment un jour. Ma mère, qu'est-ce que tu veux dire, un jour? J'ai pas à me faire de tracas. Il n'y a pas de grand danger qui veille le jour, ce jour-là. Parce que tous les païens seront 6 pieds sous terre à cause des lions et des maringouins qui eux auront rongé le derrière à ce que raconte le vicaire. Eh bien, comme il ne restera plus de païens au pays chaud, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de missionnaires. Tu peux donc aller au collège en paix lundi prochain. Plus d'un mot là-dessus, c'est entendu. Ah ben, Asturware, de faire la vieille Baïonnette.
J'avons plus le droit de rire dans cette maison ici. Excusez-moi. Tous te parler de manger, de mordre puis de ronger m'avant baillé la faim. Viens-t'en, la femme à Eustache à Octave. V'là t'y passe sourde Napoléon Coucroche puis Valentin Cochon Vert. Sortant avant que ces deux trains de bottes l'homme coupiant l'appétit. Salut ben Hortense, puis encourage-toi, Otto. Après avoir fini des nègres d'Afrique, les maringouins viendront peut-être prendre le dessert au réfectoire des prêtres du collège. Ça pourrait marquer la fête de tes études. Les railleries désobligeantes de la vieille baïonnette avaient commencé d'exaspérer la veuve. Elle a eu un instant le goût de reprocher à monsieur le vicaire de ne pas y avoir mis fin, mais elle s'est vite ravisée. Si le prêtre tranquille n'était pas intervenu, s'il n'avait pas eu recours à son autorité et à son éloquence pour rappeler la baïonnette à l'ordre, c'était sûrement par modestie. Cependant, elle se dit qu'il y avait des circonstances où il valait mieux laisser l'aplomb l'emporter sur la pudeur. C'était bien le moment d'exhorter l'ecclésiastique à l'audace, mais comment procéder? Elle allait commencer par lui confesser, fort sincèrement, qu'elle désespérait d'arriver jamais à s'exprimer avec autant de force et d'élégance que lui, quand nos deux trains de bottes ont pénétré à grandes enjambées dans la pièce. Voici la veuve contrariée au comble de l'irritation. Valentin Cochon-Vert s'arrête devant le vicaire en lui tendant une patte sale que ce dernier serre du bout des doigts. Toutes nos félicitations pour la vocation de missionnaire à Otto, monsieur le vicaire. Cette première gaffe du complimenteur ne disait rien de bon à la veuve appréhensive. Il ne lui restait qu'à s'armer de patience, car le dénouement de ce second envahissement de sa cuisine lui était de triste augure. Dès que j'avons appris la nouvelle, Napoléon puis moi, j'avons tout de suite pris nos jambes par ici. Otto, en Afrique, c'est le moyen pour tout le village de faire fortune. Vois-tu pas? Que demande Valentin à la veuve qui voyait bien qu'elle n'y voyait goutte. Non, mais tu comprends pas encore, Hortense. J'espère. Napoléon va t'expliquer ça. Il joue du job avec les chiffres, lui. S'il a son magasin, c'est qu'il a bonne tête. S'il a si bonne tête, de faire la veuve aigrie, me diras-tu pourquoi le gouvernement lui saisit son butin tous les ans, puis que le village passe des semaines sans farine? Je pourrais toujours acheter ce qu'on lui laisse, mais un baril de clous, même bouilli, ça se digère mal. Ah, pour ça, oui, même très mal, d'ajouter le vicaire qui croyait avoir compris quelque chose. Il faut se garder de les manger, les clous, à moins d'avoir un estomac de fer. Cependant, il n'y a pas de mal à boire l'eau qui reste. C'est même très salutaire, une autre clou. Il paraît que ça peut vous déclouer une veuve de son lit de tourment, encore plus vite qu'un veuf ardent. Napoléon Coucroche ne pouvait plus se retenir de placer son morceau. Merci, le vicaire, vous avez plus de caboches sous votre barrette que j'ai de clous dans mes barils. Asteur, Hortense, s'il n'y a pas moyen de brasser des grosses affaires en Afrique, je m'appelle pas Napoléon Coucroche. Tu sais, Hortense, il fait bien chaud dans les pays chauds. Puis on dit que c'est un penchant pour les œufs par là. C'est un passant qui m'a rapporté ça dans mon magasin. Apparence qu'il fait si chaud par là qu'il faisant cuire les œufs droite sur le chemin du roi. Puis il y a une beauté de monde par là. Ah oui, l'Afrique, c'est noir de monde noir. Il y en a tant, hein, que le roi avant des harems pleines de grosses femmes qu'avant tout le temps la fringale. C'est pas le vicaire. Pour ça, oui, ce n'est pas correct, vous savez. Il faut rectifier ça. Nos missionnaires ont encore fort à faire en Afrique. Un jour, quand ils auront le temps, il faudra les mettre à l'œuvre dans les harems. Il y a sûrement de quoi les occuper là. Pour ça, oui. Otto a cru pour un instant éprouver un début d'inclination pour la vie de missionnaire. Cependant, il a pensé qu'il était plus prudent de se tenir coi dans sa chaise en attendant les réactions de sa mère. Vois-tu, Hortense, Valentin a une centaine de pondeuses hautes de l'ordinaire dans son tête à poule. Tu parles des poules, toi. Ouais, si ça pond comme des pardus. Ça fait frayeur. Les œufs vous passant par la tête comme des balles. On se croirait au front. Si vite que ça? Dit le vicaire épeuré qui craignait d'être assailli d'un moment à l'autre par une armée de poules pétaradantes. Ouais, si! De continuer Valentin pour finir d'impressionner le vicaire. Tenez, j'ai une poule grise qui vous les pond vite comme un fusil automatique en plein tas de guerre. Quand Otto sera rendu au pays chaud, je pourrai y envoyer nos œufs par la poste. Après,
Il n'aura rien que besoin de les vendre au roi d'Afrique pour apaiser la fringale des grosses femmes qu'il gardant dans le harem. Eux seront riches en un rien de temps. Apercevant le vicaire qui, faute d'une tranchée de guerre, cherchait l'abri à plat ventre derrière sa chaise pour se protéger des bombardements des poules agressives de Valentin, la veuve Hortense botte nos deux spéculateurs dehors. C'en est fait de vos discours écartés. Venir rire d'une vocation dans ma maison. Allez plutôt aligner vos poules le long de la côte et faites-leur péter leurs œufs par-dessus l'océan jusqu'à dans les harems d'Afrique pour gagner du temps. Puis repassez me saluer quand vous serez riche. Une autre visite du genre, puis je m'en vais, moi aussi, me bourrer d'eux parmi les grosses femmes des pays chauds. Il était 10 heures du matin, et Mère Marie du Canada commençait à s'impatienter contre Zélica la cochon vert, qu'elle attendait en canotant sur son pupitre. 2 heures en retard, le premier jour de glace. C'est assez spécial, tout de même. Cependant, on l'a mis en garde, la religieuse. Zélica, c'était une enfant insubordonnée, et on avait renvoyé l'école à cause de son inconduite et de la tête de pioche. Zélica, c'était un cas spécial. Quand la mère supérieure était venue la prévenir contre Zélica, la mère du Canada n'en voulut rien savoir, car elle jugeait que le cas spécial, c'est rarement dénué d'intérêt, et que souvent, ce pouvait être passionnant. C'est que le savoir abracadabra que l'on cherche à passer dans les écoles d'aujourd'hui a fini par la rebuter, demoiselle Cochon Vert, et ça se comprend, avait répondu Mère Canada en prenant congé de sa supérieure. Maintenant, elle se demandait si elle n'avait pas eu tort de construire la voie de l'autorité. Pendant tout ce temps, on était tout pressé pour pianoter dans la maison Cochon Vert. La maîtresse séant venait de déterminer un drôle costume que Zélica était en train de revêtir en grognant. C'était l'uniforme du couvent. Ma mère me vint bien échipper dans un habillement de la couleur d'un verre clair. J'ai quasiment honte de passer dans le village. Examine-moi où elle est souillée. Ça ressemble au stade de la Minnie Mouse. Quant au chapeau de paille, dit-elle du cabotier, elle montrait sa mère au bout du pied. Tu te le mets sur la tête et porter jusqu'au couvent si tu tiens absolument à passer pour une folle. Il y a quand même des bornes d'abétise. La mère, regarde-moi-le. La vieille surhomme est serrée. Faut pas que je charge du honteau si je peux faire sa connaissance. Parce que ce ne sont que juste à côté des passer d'une minute à l'autre. La sœur fragile en était à faire péniblement les 100 barbes autour de pupitre que l'on avait déménagé dans un coin de la salle de récréation, faute de passer ailleurs. C'était de cet endroit spécial que le religieux spécial devait former le caractère et sauver l'âme du cas spécial de la famille Cochon Vert. La mère et la fille Cochon Vert étaient entrées dans le couvent par la porte de cuisine, afin d'éviter de se faire conduire directement auprès de Mère Marie du Canada par la grosse tourrière. Il fallait d'abord inspecter tous les coins de l'église et aller fouiller dans toutes les cellules des sœurs. Et du fin bon Dieu, je pourrais pas renforcer ma fille dans une bâtisse que j'aurais pas visitée. C'est belle affaire à passer pour une femme irresponsable, c'est Il y avait déjà une heure que Zélica allait dans le couvent en compagnie de sa mère inouïe. Celle-ci se trouvait mignonne sous le canapé de sa fille. Les deux curieuses, qui n'avaient toujours pas fini de fouiner, traversaient la salle avec réaction hâte, quand ils ont aperçu la préceptrice abandonnée. Crée du saint bon Dieu, si c'est toi la sainte maîtresse à Zélica. Ah, je désespère de vous trouver. Ah ben, je suis bénéfice d'une nouvelle arrivée juste à l'heure. Ni trop tôt, ni trop tard, n'est-ce pas, ma révérende mère du Canada. Voyant que la religieuse n'était tout à fait dans son assiette, à cause de leur retard exagéré, la Cochon Vert recourt à sa diplomatie particulière pour tout réparer. S'accorde, j'ai la mère du Canada, dit-elle à la sœur qui criait sous le poids de ses 80 ans. Que vous m'avez teint rose et puissante pour les femmes de 60 ans. C'est pas bail à tout le monde d'être si fringant et jovial, 24 heures par jour, comme vous. J'admire le courage que vous avez de rester en ramasse à l'année dans votre déménagement de... Il serait si aisé de vous montrer l'humeur grincheuse comme la d'autres de votre couvent. Ouais, je vous admire, n'est-ce pas, Zélica? Parce que la mauvaise humeur, ça peut vous ratatiner une femme comme une prune dure a fini ses jours au soleil. La religieuse avait de la peine à ne pas s'éclater de rire.
Elle ne s'est pas si bien amusée depuis qu'on l'avait surprise à sauter dans les quartiers de foin de la grange du couvent. Il y avait de ça 35 ans. Si Zélica avait quelques semaines, on s'ennuierait plus dans sa cuisine. Vous avez trop de franchise, madame, et je saurais vous en remercier. Mais je constate à regret que vous vous arrêtez à nous quitter. C'est compréhensible, cependant. C'est que vous avez hâte de voir votre fille au travail. Que du savant, je n'ai aucune presse. J'allais justement prendre la chaise. Que non, parlez surtout pas. Ça pourrait vous érailler, vous, une femme que les gens tirent dans la tombe. Assure, parlons de Zélica. Est-ce que vous avez l'air de demoiselle? Oui, d'une demoiselle jusqu'au dernier poil de ses jambes. Ça saute aux yeux. Naturellement, il y a un moyen d'y faire un deuxième reportage, si vous me comprenez. Je voudrais que vous y bailliez une éducation complète, parce que Zélica a une telle philosophe. Vous trouvez pas? Vous devez commencer par y apprendre ses lettres. Oui, vous, j'avoue de capable de lire le catalogue, un courant à la fin de ses études. C'est ça. À l'examen, vous lui ferez lire le catalogue, puis si elle est dépendant, ça sera fini de son éducation. Essayez pas de me garder plus longtemps, là, pour que je me sauve. Comme on dit, la France, time is money. Tout le dit. La mère cochon a franchi la pièce de si longue enjambée qu'elle a fendu sa jupe. Et elle a fait un tour dans la buanderie pour voir de ses propres yeux de quoi ça peut avoir l'air des culottes sœurs. Si cela n'avait réellement pas de front, comme elle se le laissait laisser dire. Votre mère est d'une amabilité étonnante, dit la religieuse Zélica qui était fondue de rire du vrai à l'autre. Eh bien, racontez-moi maintenant ce que faisait votre maîtresse à l'école. Oh, regardez si malgré. B-A-B-B-I-B-B-O-O-B-U-B. Après toute une éternité, ces discours innocents échappent du fil. Je vous comprends. Il aurait fallu la vie côté cela, un brin pour gaillardir les élèves. Tenez, moi, je l'aurais enseigné comme ceci. Un B avec un A fait bas. Un B avec un A fait bas. Un B avec un I fait bi. Avec un O fait beau. Avec un U fait bu. Ah, bah, bi, ah, bu. La vieille religieuse s'était tant agitée le fessier en faisant son numéro que Zélica craignait de la voir s'en disloquer quelque articulation. Ouais, c'est beau que le job. Ben, faut-il tout le temps se démancher comme vous en épelant? Bien sûr, surtout si vous vous adonnez à la musique comme moi. J'adore épeler les mots qui chantent bien. Des mots comme ça, perlipopette. C'est une interjection qui a de la grâce, n'est-ce pas? Écoutez. Un S avec un A fait ça. Un P avec un R fait père. Un L avec un I fait li. Avec un pot fait pot. Avec un pète fait pète. À pète, à pète, à pète, à pète, pète. À ça, à pète, li, à popette. Yeah. Jésus, si on m'avait appris à épeler comme ça à l'école, il y a longtemps que j'écrirais des gros dictionnaires. Laissez-moi avoir assez mon nom, une petite affaire, rien que pour dire, hein? Un Z avec un E fait Z. Un L avec un I fait li. Un K avec un A fait K. Avec un A fait K. Avec un A fait K. Un K, 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 K. Un Z, li, K, K, K. Yeah, yeah. Oh, mais vous voici passé maître en épilation. On a bien raison de dire que vous êtes un cas spécial. C'est prodigieux comme progrès. Cela tient presque du miracle. Zélica, nous perdons notre temps ici dans l'enfermé. Allons plutôt nous divertir au grand air. Allez jouer ailleurs. Ces mots lui disaient quelque chose à Zélica. Cela lui rappelait le récit de sa mère sur la vieille sœur du Canada qui abandonnait autrefois ses élèves pour aller jouer innocemment dans les carrés de foin et tout le scandale que les divertissements originaux de la sœur avaient provoqué chez les membres de sa congrégation qui l'en avaient puni en lui imposant une retraite prématurée. Le goût d'espièglerie dans les carrés de foin de la grange la reprenait-il? Zélica le souhaitait, il fallait savoir. Quand c'est que j'allons sauter dans les carrés de foin du couvent? Pourquoi? Cela vous plairait-il? Merci. On n'a pas à s'informer, foin, tout le village me traite de sauteuse, un sacré bout de temps. Eh bien, pourquoi pas y aller maintenant? Te suggérait la bonne religieuse, visiblement rajeunie.
Pendant que Zélica sautait, rebondissait, faisait la roue et cabriolait dans le carré de foin, elle n'a pas vu la sœur âgée monter l'échelle. Ce n'est qu'après avoir renversé rudement, cul par-dessus tête, dans la meule d'en bas, qu'elle a comme aperçu la sœur, le visage épanoui, plonger dangereusement du haut de l'échelle vers le sol. Quand on lui demandait de relater l'incident, Zélica disait vaguement « La sœur du Canada, elle descendait pas vite, ben on aurait dit qu'elle allait aboutir à côté de la meule puis se casser le cou et tout. Mais ça s'est passé autrement. » Après, elle refusait d'en dire davantage. Pour tout éclaircissement, elle ajoutait ce que tout le monde savait déjà, que l'on n'avait plus jamais revu Mère Marie du Canada. Et c'était vrai. C'est d'ailleurs pourquoi Zélica avait abandonné le couvent pour de bon ce jour-là. Si elle ne se rendait jamais au bout de son histoire, si elle refusait soudain de desserrer la mâchoire, c'est qu'elle arrivait difficilement à en croire la suite extraordinaire. 3 magnifiques anges qui veillaient sûrement sur la sainte religieuse de l'obscurité des combles de la grange. 3 anges richement vêtus de robes fluides se sont matérialisés dans le flou d'une lumière filtrée. 3 anges, entourés de chérubins à la voix céleste, sont venus recueillir dans leurs bras la sœur perdue et l'ont portée vers la clarté éblouissante du soleil jusqu'à perte de vue, jusqu'au grand carré de foin doré de l'au-delà. Ce jour de mai, Mère Marie de la Perfection était sortie chauffer au soleil devant son couvent, en compagnie de Mère Économe. Pendant que la supérieure s'étonnait de la verdure des champs, que les anges avaient passé leur nuit à retoucher, si on l'en voulut croire, Mère Économe se gonflait démesurément les poumons derrière son plastron, comme pour y emmagasiner tout l'air du dehors. Ah, ce superbe jour de printemps anticipe définitivement sur l'été, de soupirer la supérieure fondatrice, qui se retenait difficilement d'aller gambader dans l'herbe avec les étudiantes. L'économe enflé n'a pas fait cas des émotions de sa supérieure. Son sens pratique l'incitait plutôt à apprécier la maturité précoce des pissenlits qui poussaient à profusion tout autour du couvent. Comme il y en avait amplement pour remplir une quantité de barils de vin, elle résolut de les faire cueillir aux novices l'après-midi même. Ce vin guérissait le rhume, prévenait la carie dentaire et élevait l'âme. Quoi de plus néfaste qu'un rhume de printemps aggravé par un mal de dents qui vous transperce les gencives et vous abaisse le moral. « Mère Économe, dit la supérieure à sa consoeur qui semblait déjà cuver son vin, je meurs depuis quelques semaines de partager une nouvelle avec vous. Voyez-vous, j'en attendais la confirmation du supérieur du collège du chemin du ruisseau avant de vous l'apprendre. Cependant, vous conviendrez avec moi que cet homme est aussi négligent que distrait et que nous ne pouvons pas toujours compter sur lui. Je me permets donc de rompre mon silence. Voici ce que le nonce apostolique vient honorer le collège du ruisseau de sa présence dans quelques jours. Mais comment, ma bonne mère, cette nouvelle ne vous touche-t-elle pas? Ne vous enivre-t-elle pas? Qui? Moi? M'enivrer? Rarement. Ah, je ne veux pas dire cela, je vous parle du nonce apostolique. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un nonce apostolique? Qu'est-ce que ça mange, ça, l'hiver? Des pissenlits? Mais le nonce apostolique, c'est l'agent diplomatique du Saint-Siège. Il vient bénir l'Acadie. C'est la Providence qui l'envoie. La Providence, et non plus Saint-Siège. C'est donc un visiteur qui a du prestige. Bien sûr qu'il en a du prestige, le saint homme. Nous nous entendons du moins sur ce point, c'est tout de même un début de progrès. Tenez, sa passée sera magnifique, vous allez voir. Il y aura des médailles et des indulgences pour tous les paroissiens. J'ose même dire que nous aurons droit à des miracles. Cependant, ce qui me ferait surtout plaisir, ce serait de l'entendre prononcer quelques mots sur les vêtements papaux. Vous savez, la tiare papale, les gants papaux, la bague papale, les parapluies papaux, les chapeaux papaux. Puis, il va sûrement nous entretenir des encycliques et des bulles papales. Je n'ai pas à vous rappeler que notre pontife écrit beaucoup. Son encyclique capitale a paru l'an dernier, et tout récemment, il a pondu 2 bulles. C'est fort, n'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire. Passe encore de nous parler des encyclaques du pipe, mais venir jaser d'un homme qui vous sort des bulles par là, ça, c'est trop fort, vraiment. Ça risquerait de me tourner le cœur.
Ah, mère économe, il m'est parfois pénible de converser avec vous, car vous êtes esclave de la littéralité. Vous semblez n'avoir que de l'arithmétique dans le crâne. Permettez-moi un dernier mot sur le nonce, puis c'en sera fini de s'appasser pour aujourd'hui. J'ai sur mon pupitre une lettre que j'ai faite au supérieur du collège. Je cherche à la confier à quelqu'un qui veuille bien la lui remettre. Apercevant Otto qui passe devant le couvent en bottant les cailloux du chemin, la supérieure reconnaît en lui le messager espéré. Mais ce ne serait pas Otto de Madame la Veuve Hortense, à qui monsieur le curé a découvert une vocation de missionnaire et qui doit être admis aujourd'hui même au collège du chemin du ruisseau. Suivez-moi, ma bonne mère. Il faut aller de Spa le féliciter et lui demander de faire ma commission. Effectivement, Otto allait prendre incessamment le chemin du collège, mais avant, il lui avait fallu s'arrêter au couvent. C'est qu'il espérait y apercevoir Zélika Cochonvert, dont il était amoureux. On lui avait dit qu'elle y serait. Ne la retrouvant nulle part, il profitait de l'occasion pour apprécier les cuisses fraîches des jeunes couventines qui, excitées par la venue du beau temps, s'abandonnaient à des jeux folâtres dans l'herbe. Otto n'aurait malheureusement pas droit à tout le spectacle. Au lieu du plaisir de se rincer l'œil tout son soûl, quelle ne fut sa déception de se trouver soudain l'objet des compliments effusifs de nos deux religieuses. Monsieur Otto, le pays est bien fier de son fils. Qu'il est édifiant d'être en présence d'un jeune homme qui nourrit de si nobles pensées. D'émettre la supérieure à Otto, qui reluquait une gamine rousse en train de culbuter dans un coin de la cour. Mère économe, ne lisez-vous pas déjà dans les yeux de notre futur missionnaire la tranquillité qui habite une âme détachée des plaisirs du monde? N'est-ce pas, monsieur Otto? Racontez-nous, monsieur Otto, ce que vous voyez en ce moment. Eh ben, je regarde s'amuser les filles du couvent. Oui, elles me paraissent plus dissipées que jamais aujourd'hui. Vous n'en êtes pas trop scandalisé, j'espère. Ce doit être la chaleur qui les travaille. Si c'est ça, je voudrais pas les voir faire dans la chaleur des canicules. C'est vrai, la canicule est parfois intolérable. À ce moment-là, ça leur prendra peut-être une piscine. Une quoi? À cause de la chaleur, une piscine. Une piscine? Ouais, pis une grosse. N'entendant rien au franc-parler d'Otto, la religieuse économe, qui blâmait sa supérieure de manger son blé en herbe, s'indignait de l'avoir enfanté d'une nouvelle extravagance. Ce dernier projet capricieux, il fallait l'étrangler au nid, et ce, sur le champ. Eh bien oui, il ne restait plus que cela, une grosse piscine, dit-elle. Nos demoiselles ne sauraient s'accommoder d'une petite, non, parce que la jeunesse gâtée d'aujourd'hui réclame ce qu'il y a de plus voyant et de plus gros. De mon temps, ça se passait autrement. La qualité l'emportait sur la quantité. De toute façon, c'est un luxe que nous ne pouvons nous offrir dans un couvent, une grosse piscine. J'allais dire, en ce cas-là, il me reste plus rien qu'à calibrousser par le collège. Salut ben, mes sœurs. Mais ne le laissez pas partir comme ça, passant votre lettre à monseigneur supérieur du collège, que proteste la grosse mère économe à sa collègue. Il faut le faire entrer au couvent pour la lui remettre. Accompagnez-nous jusqu'au parloir, monsieur le missionnaire. Nous avons une commission pour vous. Otto s'est rendu au couvent au son des propos cacophoniques et complexes des deux sœurs, qui s'entretenaient tantôt seules, tantôt ensemble, mais toujours en même temps, d'une sorte de nonce apostolique qui, par une journée de printemps précoce, se serait mise en tête d'aller prendre un bain dans une grande piscine bien remplie de 20 pissenlits quelque part en pays de mission. Sitôt après avoir mis les pieds dans le couvent, Mère Marie de la Perfection disparaît dans la noirceur d'un couloir, laissant Otto seul à se défendre contre les bonnes intentions de la sœur économe, qui tenait à lui faire prendre une chaise à tout prix. Cependant, notre faux missionnaire se voyait obligé de décliner l'honneur à cause d'un furoncle qu'il avait au fessier depuis la veille et qui le faisait pâtir. Je veux pas, je peux pas, ma sire, répétait-il en se protégeant la fesse d'une main. Comment ça? Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? D'insister la sœur en poussant la chaise vers lui. C'est que ça me tente pas, ça me tente pas en tout. Admirable, c'est admirable, si jeune et savoir déjà résister à toute tentation, même à celle de s'asseoir. L'esprit de mortification siège déjà en vous. C'est pas pour rire, aujourd'hui,
J'ai le siège dans la mortification, puis la mortification dans le siège. Monsieur Otto, vous avez parfois de ces expressions que je ne comprends pas. Dites-moi ça plus clairement, voulez-vous? Plus clairement? Ben, j'ai un front clos derrière, là, je pourrais pas le dire plus clairement que ça. Ah, si ce n'est que ça, il fallait le dire plus tôt. Ainsi, vous n'avez aucun mérite à rester debout. Tenez, prenez la chaise pour voir à quel point cela peut être méritoire, une véritable mortification. Et de sa grosse main, la mère économe y assied si bien Otto qu'il pousse un cri à réveiller tout le cimetière de vieilles sœurs suspendues dans leur cadre au mur du parloir. Accourt mère supérieure, suivie d'une douzaine de religieuses affolées. Après avoir aidé le futur missionnaire à se relever et renseigné ses consoeurs sur la cause fondamentale du mal de ce dernier, mère économe s'en va prendre un coup de vin dans sa cellule afin de se remettre de ses émotions. Otto, qui se tient maintenant le fessier des deux mains, ne sait trop ce qui l'afflige le plus, l'endroit qu'il se protège ou les attentions que lui prodiguent ses consolatrices. Après un élan de commisération, on s'est avisé de guérir le missionnaire. D'abord, on a parlé de le purger, ensuite de lui lancer la fesse, puis de le recouvrir d'un emplâtre de moutarde, enfin d'y appliquer une couenne de lard. Comme personne ne semblait de la même persuasion médicale, on a résolu de s'y prendre autrement. Mais avant, une jeune religieuse a proposé d'exposer l'endroit qu'elle montrait du doigt. Pour se faire une idée, dit-elle. En effet, de répondre la supérieure, il faut voir cela. Cependant, il ne faut pas toucher, parce que ce pourrait être contagieux. Vous l'avez dit, parce que mon derrière, c'est pas un portrait, puis c'est encore moins du poulet. Hormis que je me laisse faire. Par le temps qu'on m'aura tranché, moutardé, puis lardé la fesse, pas trop sûr que l'économe s'emmène pas la fourchette à la main. Passez-moi votre lettre. C'est le temps, je crois, d'aller me promener la mortification ailleurs. Entouré de son village, le collège du chemin du ruisseau s'accrochait depuis plusieurs décennies au versant d'une colline qui trempait son pied dans une rivière. C'était un bien modeste édifice en bois qui, sans vouloir se donner d'air, n'était pas tout à fait dépourvu de décoration. Son fondateur l'avait orné de 3 paratonnerres. Même si les villageois se sentaient peu d'inclination pour l'enseignement qui s'y faisait, ils étaient très fiers de leur maison du savoir, au point de se partager les travaux de son entretien entre eux. Ce matin, on s'était réunis, hommes et femmes, pour laver l'édifice à la chaux, à la demande de Monseigneur supérieur, en vue de la visite imminente du nonce apostolique. Puis, on était tous repartis après, à l'exception de Créoline à Gonzague, la femme forte du village, qui avait dû commencer en retard à cause d'un fâcheux incident survenu en cours de route. C'est qu'elle s'était fait attaquer par un ours, ou était-ce le contraire? Toujours est-il qu'après avoir terminé son coin de façade d'un maître coup de pinceau, la matrone de taille commençait à descendre du haut de son échelle au moment où Otto de la Veuve Hortense venait à passer par là. Il arrivait suivre son premier cours du matin, bien que 2 heures en retard. Voyant battre au vent les jupes de Créoline, Otto s'est senti soudain poussé par le besoin d'aller braquer les yeux sur ce que seul Gonzague, le mari de Créoline, avait le droit d'admirer de si près. Oubliant son retard et ses classes, Otto s'approche précipitamment de l'échelle, le regard rivé sur son centre d'intérêt. Au lieu de s'arrêter à temps, il se heurte si bien contre l'échelle que Créoline perd pied et en dégringole, suivi de son seau renversé, qui la rattrape en se posant gentiment sur sa tête. Il en résulte un véritable tremblement de terre qui fait accourir le petit frère portier à toutes jambes sur les lieux. Quelle ne fut sa surprise d'apercevoir Otto de Madame la Veuve Hortense, Otto, leur futur missionnaire, Otto, leur nouvel étudiant, étendu sous le poids écrasant d'une tigresse qui, la tête dans un seau, vitupérait à plein poumon contre le ciel et l'enfer. Sans faire cas du désespoir de Créoline, qui gigotait et se débattait, le frère s'est penché soucieusement sur le missionnaire pour voir s'il était encore vivant. Il l'était, évidemment, et se portait même à merveille, à en juger par son visage qu'il avait fendu de rire. Cependant, il commençait de trouver le temps long à se regarder aplatir le ventre. « Mon frère, dit-il, vous auriez pas un levier ou ben un engin pour soulever l'hippopotame qui m'a déboulé dessus? J'allais dire,
répond le frère portier. C'est toute une masse. Voyons ce que l'on peut faire. Puis, s'arc-boutant au ventre de Créoline, le religieux chétif se met à forcer et à pousser de son mieux, sans obtenir le moindre résultat. La comédie avait fait son temps. Il fallait prendre les grands moyens. Après avoir sonné 3 coups sur le seau de Créoline, Otto la chatouille tout partout, en s'attardant, un tant soit peu, dans les régions exclusivement réservées à Gonzague. La stratégie donne l'effet le plus heureux. En un clin d'œil, Créoline retrouve à la fois sa bonne humeur et ses pieds. Ne se doutant de la présence d'Otto, qui vient de se réfugier derrière une haie par crainte de se faire écrabouiller cette fois, Créoline est ravie de se voir devant le frère mignon, qu'elle dévore des yeux depuis un certain temps. C'était donc lui qui avait profité de l'occasion pour la tripoter. Il avait trouvé ce moyen de lui communiquer sa passion, le petit bougre. Cet ardent faiseur d'attouchements soupirait maintenant après elle. Au bonheur inespéré, elle n'avait donc pas encore perdu ses pouvoirs de séduction. On la désirait. Il ne restait plus qu'à convenir de l'heure et du lieu. Elle croyait en mouiller sa culotte. Oh ben, frère Excelsior, qui c'est qu'aurait cru, qui c'est qu'aurait dit, qu'elle fait au religieux confus en le prenant dans ses bras pour le porter à son cœur. Vous êtes pas gros, mon trésor, ben vous en avez gros dans la tête, puis ailleurs, j'ose croire. Est-ce pas, mon cocombe? D'ajouter Créoline en enfonçant le nez fin du religieux dans la crevasse de sa poitrine abondante. À force d'épouvante, le frère n'a pas entendu les paroles de son admiratrice. Il n'aurait pu en saisir le sens d'ailleurs, car il lui restait à s'instruire sur la nature des divertissements qu'elle avait en tête. Tout perplexe et suffocant, le religieux se croyait condamné du coup à la mort par l'asphyxie pour avoir accroché l'échelle de la créature oppressive qui l'étreignait. Il n'avait qu'une seule envie, c'était de protester de son innocence. Cependant, dans les circonstances, il ne pouvait manifester sa détresse qu'en agitant vivement les jambes, dans l'espoir d'alerter Otto pour que celui-ci vienne l'arracher à son supplice. Sentant que tout n'allait pas rondement chez son don Juan, Créoline lui accorde un instant de liberté pour l'examiner du bout des bras. « Attendez, pas maintenant, madame !» de répéter le frère effrayé qui croyait voir arriver sa fin. Créoline appréciait la discrétion de son amoureux, même si elle la jugeait un peu excessive. Elle avait peut-être le sang chaud, mais elle n'était pas femme à commettre une indiscrétion du genre en public. Là, calmez-vous, mon colibri, y a pas de presse. C'est pas un acte qui se fait devant un collège au grand jour, puis appelez-moi par mon nom, c'est plus naturel. Je me sentirais plus à l'aise, ça me baillerait de l'assurance. Il ne manquait plus que cela, de penser le frère indigné. Si l'on commence à se parler avec familiarité, elle va peut-être me demander d'aller m'étrangler moi-même. Créoline, tout homme à son heure, dit-il, mais je ne crois pas la mienne encore venue. Seigneur, de s'exclamer la matrone acharnée, c'est ce que je me fais dire par Gonzague chaque fois que ça me prend. Il n'y a pas d'heure spéciale pour ça. Faut passer au logis cet après-midi quand Gonzague y sera pas. Pourquoi, quand il n'y sera pas? S'il y était, il me donnerait un coup de main, non? Il m'aiderait, lui, à vous donner satisfaction, n'est-ce pas? Puis après, vous m'aimeriez, vous ne voudriez plus la pitié du Saint-Homme. Gonzague vous a aidé, c'est pas garanti. Il y a déjà une couple d'années qui ne peut pas s'aider lui-même. Puis, pour ce qui est de vous aimer, il y a longtemps que c'est fait. Si je vous serre dans mes bras, c'est que je tremble d'amour pour vous, mon gros poutou noir. Voici notre petit frère drôlement rassuré. On l'aimait et on ne lui voulait point de mal. La vie allait reprendre comme avant. Créoline passerait son chemin à elle, tandis qu'il rebrousserait le sien à lui. C'est d'ailleurs ce qu'il venait d'expliquer bien gentiment à la sirène potelée. Comme les affaires semblaient s'arranger entre la séductrice et sa proie, Otto n'a plus vu la nécessité de rester caché. Il passe donc devant la haie et se dirige innocemment vers la porte du collège, quand le petit frère accourt à lui à pleine vitesse, suivi de près par Créoline. « Monsieur Otto, protégez-moi, que supplie le religieux. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous que je dis.
d'ordonner l'assoupirant contrarié en attrapant de sa poignée de fer les deux fugitifs. Le premier par derrière, le second par devant. Et voici culbuter tout notre monde, sans dessus-dessous, sans devant-derrière. Au tour de Créoline de vous en chatouiller plus d'un cette fois. D'abord, elle les passe un par un, puis les deux à la fois. Enfin, elle repasse les deux de l'un et de l'autre en même temps. Après s'être bien rangée, elle se relève pour leur adresser la parole. Ça pouvait pas finir comme ça. On pouvait pas venir se promener la main sur mes bebelles, puis me planter là après. C'est pas poli. Ça me paye de m'évartuer à blanchir votre collège à Bardot et Bréchet, qu'elle dit au frère en le foudroyant du regard. Vous croyez que c'est tout rose, se lever au petit jour, se priver de déjeuner, couper à travers champs pour gagner du temps, puis se faire malmener par un ours sur les entrefaites? J'ai les hommes, savez-vous ce que c'est, je vous demande, se faire éreinter par un ours? Ben dégourdissez-vous, parlez. Quoi? Vous en avez pas assez de votre Josephté? Là que ça vous prend le jeu du silence par-dessus le marché? Ben, savez-vous ce que c'est en seulement se faire prendre à Brasco par un ours? Enhardi par la présence du futur missionnaire, le frère vierge allait dire qu'il en avait vécu l'expérience il y avait de cela quelques instants, mais Otto l'a devancé en demandant comment se portait l'ours au sortir de son échauffourée. La dompteuse de Fauve n'a pu résister à la tentation de se vanter. Si ça te regarde, espèce d'effronté, va. Il a dit aguioï avant que j'y aille bailler son congé, le teddy bear. Puis comment est-ce que tu te nommes, toi? Dieu sait que tu viens. Je t'ai jamais vu ni au collège ni au village. Mais c'est une nouvelle vocation, c'est monsieur Otto qui nous arrive de la fourche des Deux-Rivières, de répondre le frère tout heureux. De la fourche des Deux-Rivières? J'aurais dû le savoir. Ça se croit tout parmi par là, même de rire du monde. Ça vous a un couvent d'une scène, un presbytère à 2 prêtres, une église à 3 popes, puis ça se croit un village à 4 étoiles. Ben, je te ferai voir les 5 plus belles étoiles de l'univers si jamais tu reviens à rire de moi, mon missionnaire. Les événements du matin avaient tant fait de bouleverser notre pauvre Créoline qu'elle ne se rendait pas compte de l'état de sa coiffure, que les restes de son seau de chaux délayé avaient changé en un joli cachetel blanc comme la craie et dur comme le marbre. Portant la main à son crâne qui commence à lui démanger, elle croit s'être attirée la colère du ciel pour outrage à la vertu du misérable petit frère. Comme cette malheureuse dame des Saintes Écritures, elle se transformait graduellement en statue de sel. Après s'être bien palpé le chignon, elle pousse un cri à faire perdre sa feuille de vigne à la plus pudique des statues et se met à galoper vers sa maison sans trop se retourner, évidemment. Je dois avouer, monsieur Otto, que la conduite du sexe faible me confond parfois, d'observer le frère tout petit. À moins que madame Créoline ne vienne d'apercevoir son ours de ce matin quelque part. L'avez-vous vu, l'ours? Moi, pas. Fort amusé de cette première aventure de collège, Otto s'arrête de rire assez longtemps pour répondre. Je serais surpris de le voir se remontrer la tête de sitôt. Si à vouloir décrire comme ça chaque fois qu'elle en voit un, le village est grandement protégé des ours aussi bien que de toutes les autres menaces. Ce qui me fait peur, c'est que j'avons personne pour nous protéger d'elle. Faut rentrer au collège au plus sacrant, au cas où jusqu'à se mettrait en tête de réapparaître.